Bonsoir Arthur Desnouveaux. Bonsoir. Est-ce que vous venez souvent dans ce jardin depuis qu'il a ouvert au mois de juin? Eh ben oui, sans l'avoir prémédité, j'y viens assez souvent. Je m'y sens bien. Je sens une espèce de connexion au lieu. Les associations ont participé à sa conception. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par son architecture, son esthétique? On voulait que ça représente symboliquement ce qu'on a vécu pendant 10 ans. De la pierre, du granit de Bretagne pour montrer que c'était très dur. Et puis des plantes qui en particulier sont belles en novembre pour symboliser aussi que la vie reprend le dessus, qu'elle triomphe et qu'elle peut encore être belle après tout ça. Et un jardin ouvert 24 heures sur 24. L'idée, c'est d'avoir vraiment un lieu de vie dans Paris qui soit pas clos, qui soit jamais fermé, qui soit accueillant. On est entre l'hôtel de ville et l'église Saint-Gervais. Pourquoi avoir choisi un endroit si loin de celui des attaques? On ne pouvait pas trouver de lieu qui soit près de tous les sites d'attaque entre le 10e, le 11e et le Stade de France. Mais surtout, au-delà de ça, on voulait montrer que c'était le Grand Paris qui avait été touché. Et donc mettre le jardin vraiment en son cœur, ça nous paraissait être un symbole très très fort. Vous venez de publier Vivre après le Bataclan aux éditions du Cerf. Vous l'avez écrit, ce livre, juste après le suicide de votre ami, Fred de Wilde. Vous dites sa mort a déchiré un voile d'illusion. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je m'en étais pas rendu compte avant sa mort, mais je crois que je m'étais résigné. Résigné notamment à arrêter de me poser certaines questions, à arrêter d'espérer que j'aurais des réponses. Et il m'a forcé à regarder à nouveau tout ce que j'avais voulu laisser de côté. Et notamment cette injonction à la résilience. Comme si on pouvait tous, comme si on devait tous être résilients dans un temps donné, et puis que cette résilience, c'était de revenir à ce qu'on était avant. Il m'a montré qu'on pouvait dire publiquement que ça, c'était extrêmement néfaste et dangereux pour les victimes. Pour les 10 ans, ces commémorations, vous les voulez différentes? Différentes en quoi et pourquoi? On a toujours commémoré de la même manière en allant devant les lieux entre victimes avec les politiques, mais sans finalement que les Français ou les Parisiens puissent nous accompagner. Et ça nous manque. Et donc on s'est dit qu'inaugurer ce jardin avec une grande cérémonie télévisée qui ressemble un peu à ce qu'on a pu avoir pour la flamme olympique ou pour l'ouverture des JO, un moment où on rend hommage bien sûr, mais où on est aussi capable de passer un moment ensemble qui fasse sens, c'était l'objectif. Juste après ces cérémonies, le 13 au soir, ce jardin sera officiellement inauguré et puis vous allez dissoudre l'association Life for Paris. Pourquoi ce choix? Quand on crée une association de victimes, on se donne des objectifs, on fait ça par nécessité. Il fallait se regrouper, il fallait aider l'État à faire mieux, avancer dans le parcours d'indemnisation, de justice, aider à la perpétuation de la mémoire. Et en fait, en ouvrant ce jardin, on a fini tous ces objectifs. Et donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on continuerait? On ne va pas dissoudre nos liens d'amitié. En revanche, l'espèce de barrière personne morale qu'on s'était mis entre nous et la société, on est capable de regarder au-delà de ça. Et en même temps, le travail n'est pas tout à fait fini. On n'a pas complètement tiré les leçons de ces attaques. Non, si on regarde ce qu'on en a fait, il y a évidemment eu beaucoup d'émotions. Il y a eu clairement un tour de vis sécuritaire. Une partie des lois de l'état d'urgence est passée dans les lois normales. Mais on n'a pas réfléchi à pourquoi est-ce qu'il y a toujours des jeunes de 17-18 ans qui n'ont pas quitté le territoire national et qui veulent toujours s'en prendre à la démocratie telle qu'on la pratique en France. Et ce débat-là, on aurait déjà pu l'ouvrir, on aurait sûrement déjà dû l'ouvrir. Mais c'est aussi l'objectif de ce livre, c'est de se dire qu'au bout de 10 ans, il est vraiment temps de l'ouvrir. Toujours à propos de l'association, vous écrivez « Je suis à la fois berger et mouton d'un troupeau débranlé ». Qu'est-ce qu'il va devenir ce troupeau sans le collectif que vous formiez? Et justement, le collectif, il va survivre parce que le collectif, c'est notre amitié, c'est la force des liens. Et c'est aussi tout ce qu'on a appris, nous, dans la manière de se reconstruire. C'est qu'il n'y avait rien de plus fort que la camaraderie. Et donc, on n'a justement pas besoin de l'association et c'est la plus belle preuve de confiance qu'on puisse se faire. Et ce lieu, il va devenir central pour vous? Ça va devenir un lieu où je pense qu'on fera des cérémonies, mais on se retrouvera aussi simplement pour boire un coup entre copains, un peu comme les Mexicains le font dans leur cimetière. L'idée, c'est que ce soit vraiment un lieu où on puisse partager des choses heureuses. On le doit à ceux qui sont morts. Merci beaucoup, Arthur Desnouveaux, pour cet entretien. Et j'en profite pour remercier tous ceux survivants, familles, qui depuis 10 ans nous ont accordé leur confiance pour porter leur parole.